On parle encore de cette situation de chaos à Port-au-Prince. La situation sécuritaire de la zone métropolitaine ne cesse de se détériorer, poussant de nombreux habitants à critiquer les méthodes utilisées par les forces de l'ordre pour tenter de rétablir l'ordre. Si l'utilisation des drones kamikazes sème la peur parmi les bandits, leur usage suscite toutefois des avis partagés. Pendant ce temps, les opérations de la PNH ne parviennent pas à freiner l'avancée des criminels, notamment à Delma, ce qui soulève des interrogations sur l'efficacité de la stratégie adoptée. Pour mieux comprendre cette réalité et analyser l'actualité, nous recevons Ashley Larac, ancien membre des FADH. Bonsoir, Monsieur Larac. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir aux auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télé Métropole. La situation en Haïti, notamment la situation sécuritaire, est de plus en plus compliquée. De nouveaux déplacés internes. Selon l'OIM, pour ce mois passé, on a eu 60 000 personnes qui ont dû fuir la capitale. Des opérations de la police et également de la mission multinationale qui tardent à donner des résultats concrets malgré de nouvelles stratégies. Monsieur Larac, lorsque vous regardez ce tableau sombre de la situation sécuritaire en Haïti, quelle est votre lecture? Je réagis comme la plupart des citoyens. Je suis fatigué de la situation. Et les opérations policières, aucune d'entre elles nous a montré un résultat qui puisse satisfaire l'opinion publique en général. Nous voyons des drones kamikazes, nous voyons l'utilisation de nouvelles armes, mais on se rend compte qu'il n'y a aucune conquête de territoire par la police nationale. Par contre, les bandits eux-mêmes, sur des stratégies beaucoup plus simples et beaucoup plus décisives, ont des conquêtes. Ça. Vous avez évoqué les drones kamikazes, justement. C'est assez nouveau dans l'utilisation des armes, notamment de la police nationale. On a une opinion de la part de la population concernant cette utilisation. Vous, en tant qu'ancien militaire, quelle est votre position, quel est votre avis par rapport à l'utilisation aujourd'hui des drones kamikazes dans la lutte contre l'insécurité? Vous savez qu'à l'époque où j'étais militaire, il n'y avait pas de drones, voire drones kamikazes. Donc, c'est une nouvelle technologie, c'est ce que nous avons pu voir à la télévision, dans la guerre de l'Ukraine, par exemple, qui nous a été présentée à profusion pendant ces derniers mois. Et nous pensions que ces drones auraient fait beaucoup plus de dégâts. Est-ce que c'est la matière explosive que transportent ces drones qui n'est pas efficace, ou est-ce que c'est la technique qui n'est pas complètement à point à partir de la police nationale? Je ne sais pas ce qui cloche, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu les dégâts qu'auraient causé ces drones. Donc, est-ce que leur utilité ou est-ce qu'il s'agit d'une période d'essai et d'un apprentissage? Et combien coûte cet apprentissage? Et ce sont toutes ces questions que nous nous posons en général. Bon, j'espère que nous aurons le même résultat que ceux qu'on nous montre dans la guerre en Ukraine. Justement. Mais même si on n'a pas encore des résultats concrets, comme vous venez de le dire, mais le fait que au niveau des bandits, des bandes criminelles, on peut voir une certaine peur par rapport aujourd'hui à l'utilisation des drones. Est-ce que c'est un point positif aujourd'hui? Et j'ai vu, moi j'ai remarqué, nous avons d'abord cru à une certaine peur. Mais ce qui en réalité s'en est découlé, s'en est suivi, c'est une rage et une méchanceté accrue de la part de ces gangs. Parce que depuis l'utilisation des drones kamikazes, ils ont gagné beaucoup plus de territoire. Donc, est-ce que nous pouvons parler de peur ou est-ce que ça a exacerbé la méchanceté de ces membres de gang-là? Bon, là, la question reste à poser. Nous devons voir exactement ce que ça fait. Mais jusqu'à présent, les bandits ont la haute main. Juste, toujours concernant l'utilisation des drones, est-ce que vous pensez que les stratégies devraient être changées? Vous l'aviez dit, et c'est un fait, les bandits gagnent de plus en plus de terrain malgré l'utilisation des drones aujourd'hui. Donc ça ne leur ralentit pas dans leur course pour conquérir de plus en plus de territoires. Est-ce qu'une stratégie devrait être mise en place aujourd'hui afin d'avoir des résultats concrets de l'utilisation de ces drones kamikazes? Vous savez, nous allons croire à une stratégie possible quand la plus simple des logiques sera mise en place. Je veux parler de
des 800 et quelques policiers ou militaires qui sont au service de la sécurité privée de certains individus. Notamment les gens de l'État. Vous parlez du gouvernement. Vous avez 9 présidents avec 4 véhicules, pour minimum, 4 véhicules d'escorte avec 5 policiers chacun à l'intérieur, dans chaque véhicule. Vous avez 16 ministres avec autant de véhicules et autant de policiers. Et je n'ai pas compté les policiers qui sont au poste chez eux, dans leur domicile privé. Et je parle des véhicules d'escorte. Si nous prenons seulement 40 des directeurs généraux, parmi le nombre infini de directeurs généraux, avec presque autant de policiers, autant de véhicules d'escorte, nous avons un minimum 800 agents, alors police et militaires et confondus, qui auraient pu, parce que ces gens-là ne choisissent pas des agents à peine formés, ils choisissent les meilleurs parmi les agents que nous avons. Donc, si nous avions au moins cette quantité-là, ce nombre d'éléments bien formés pour utiliser contre la guerre des gangs, nous l'aurions déjà gagné. Donc, selon vous, cela affecte grandement la lutte contre l'insécurité? Ça ne l'affecte pas. C'est une volonté manifeste des gens à ne pas se protéger eux-mêmes et à ne pas se soucier de la population. Je ne peux pas accepter qu'un dignitaire qui dit me représenter ait 10 agents de sécurité et me laisse nu chez moi. C'est pas possible. La population ne peut pas accepter de voir des gens qui sont surprotégés alors qu'elle-même, elle est démunie. Vous avez évoqué la population, justement, et nous savions qu'aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, l'appel est lancé, notamment par les brigadiers des zones, qui justement appellent la population à la désobéissance civile pour protester. C'est une manière pour eux de protester contre cette vague, cette tension inimaginable aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce type, on pourrait dire, cette initiative pourra aider, pourra forcer nos dirigeants à lutter réellement contre l'insécurité? Vous savez, avant de faire une conclusion ou de réagir par rapport à ça, il faudrait qu'une enquête soit menée pour savoir est-ce que ce sont les gangs ou les suppôts de gangs eux-mêmes qui ont provoqué ces manifestations-là. Quand nous parlons de brigades de vigilance, il n'y a personne parmi ces brigades qu'on puisse identifier. Il n'y a aucun leadership, et vraisemblablement, sur lequel on puisse mettre un nom. Mais certains vont dire que ça porte des résultats, notamment dans certaines zones où les brigades de vigilance Je ne conteste pas empêché. les brigades. Okay. Je ne conteste pas les brigades. Ce que je crois, c'est que quand les brigades font un blocus, un barrage dans leur zone, ça a l'air d'être une bonne chose, une bonne stratégie. Ils n'ont que ça pour se protéger. Mais quand la police, enfin quand l'État, la police et l'armée sont au courant, et qu'ils ne dépêchent pas des responsables qui puissent encadrer cette jeunesse qui est volontaire pour se défendre, mais qui probablement utilisent mal les choses, puisque ces barricades qu'ils mettent sont autant contre la police, contre les ambulanciers, que contre les bandits. Mais certains vont dire que ça donne des résultats aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez... Je ne conteste pas. Est-ce que c'est pour vous un acte de désespoir, puisqu'ils sont seuls, il n'y a pas d'autre option, donc on le fait? Vous savez, le plus grand tort qu'on fait à ce pays, c'est de laisser les jeunes livrés à eux-mêmes. Il faut un encadrement à ces jeunes qui sont des volontaires. Ils vont faire des bêtises si on ne les encadre pas. Ils le font de bonne foi, ils le font pour protéger les leurs. La population se défend comme elle sait et comme elle peut. Ça ne veut pas dire que les mesures qu'elle prend sont de bonnes mesures. Donc, on a l'impression que des barrières dans chaque rue protègent une population. Nous avons des propriétés privées pratiquement dans chaque coin de rue, dans chaque quartier. Mais si vous avez un besoin de médical urgent, comment est-ce que les ambulances vont pouvoir pénétrer? Si vous avez besoin d'une intervention policière urgente dans un secteur, comment est-ce que les policiers vont pénétrer? Donc c'est une chose qui peut-être va empêcher aux bandits de pénétrer pendant un certain temps ou jusqu'à un certain point, mais qui aussi entrave une gestion de la population de la zone.
par des autorités qui sont responsables. Justement, donc surtout l'État, puisque l'État est défaillant, donc la population, donc, en quelque sorte, prend sa responsabilité. Quand on parle d'État défaillant, c'est presque un pléonasme. Donc ça veut dire que aujourd'hui, l'État est synonyme de défaillance. Depuis quelque temps, c'est ce que nous voyons. Alors, toujours concernant les opérations qui sont menées par la PNH, par la mission multinationale, notamment par les forces de l'ordre, le week-end dernier, nous avions vu sur les réseaux une opération qui a été menée au niveau de Village de Dieu par les forces de l'ordre. Jusqu'à présent, aucun bilan n'est disponible lorsqu'on sait que ça fait près de 4 à 5 ans que la PNH ou les forces de l'ordre n'ont pas pu pénétrer Village de Dieu. Est-ce que ça a été en quelque sorte une victoire pour les forces de l'ordre? Oui, pas que ce n'était pas Village de Dieu, c'était Fort Saint-Clair qui se trouve juste en face. Et bon, c'est déjà inimaginable que les forces de l'ordre aient concédé cette partie du territoire à un gang depuis autant d'années. C'est-à-dire qu'aucune opération n'a été menée dans la zone. Et bon, je conçois très bien qu'on ne puisse pas faire de bilan ou donner des chiffres ou avertir d'une opération qui va se mener, qui est cette envergure-là. Mais là-dessus, je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a aucun contre-narratif non plus contre celui des gangs. Les gangs montrent à la jeunesse des vidéos de leurs gains, de leurs butins, des cadavres qu'ils font, des destructions dont ils sont responsables. Ils font des menaces presque chaque jour. Et le gouvernement, qui a un ministère de la Culture et de la Communication, n'a jusqu'à présent jamais conçu un contre-narratif à celui des gangs. Donc l'enfant de 13 ans, qui n'a aucun espoir, n'a rien à voir et ne peut rien apprendre à l'école, puisqu'il n'y a pas d'école, c'est fermé. Quand il ouvre son téléphone ou celui de sa mère et qu'il regarde une vidéo ou un post, il ne voit que celui de Jeff Canaan, de Iso ou de Barbecue. Donc ça devient automatiquement son modèle. Alors que nous avons beaucoup d'Haïtiens qui viennent de ces milieux-là et qui brillent à l'étranger. Nous avons des sportifs, nous avons des artistes, nous avons des scientifiques, nous avons des littéraires, nous avons toutes sortes d'Haïtiens qui brillent partout. Nous ne les mettons pas en valeur. Le gouvernement ne les met pas en valeur. Et c'est voulu, selon vous? C'est ou de la bêtise ou de la méchanceté. Je ne sais pas quoi choisir entre les deux, et c'est peut-être un peu des deux. Il faut un contre-narratif aux gangs. Et comme dernière question, Ashley Larraque, quel conseil aujourd'hui donner à la population? Je sais que c'est un petit peu difficile, mais cette population qui ne cesse de fuir la violence des gangs, qui se déplace d'un lieu à un autre dans un temps record, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme précaution, comme conseil en ces temps? Vous savez, j'ai beaucoup moins d'expérience dans la guerre qui se mène que les jeunes qui sont dans les bidonvilles. Ce serait à eux de me donner des conseils, pratiquement. Celui qui habite Solino et ce jeune policier qui défendait son quartier et qui est mort, je voulais avoir les conseils de lui, de ses parents, de ses amis, pour savoir exactement comment se redresser contre l'impensable. Mais si moi, en tant qu'adulte, je dois parler à cette jeunesse, je leur dirais de se révolter contre ce qu'on ne leur donne pas. De se révolter puisque l'État leur doit sécurité, il leur doit la santé. Et le dire comme ça, ce serait ça s'apparente à un appel à la révolte, alors que je n'ai pas l'intention de faire ça. Je voudrais que le peuple se réveille et sache à qui demander des comptes, qu'il réclame justice, que le bois calé ne devienne pas une habitude, un rituel, qu'il prenne le temps d'interroger celui qu'il croit être un coupable, qu'il prenne le temps, qu'il prenne le soin de faire marcher ou d'exiger que la justice marche. Il faut que tout individu soit jugé. Nous ne pouvons pas combattre les gangs en utilisant les mêmes méthodes qu'eux. On ne peut pas défier les bandits en devenant bandit soi-même. Donc il faut qu'ils fassent très attention à ça. Ashley Larraque, merci infiniment d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Merci encore. Voilà donc l'analyse de l'ancien militaire Ashley Larrac concernant la situation sécuritaire. Il est un invité de Métro News ce soir.